Voilà, merci. Bienvenue. Merci à tous ceux qui nous ont rejoints dans ce nouveau mot qu'on connaît depuis quelques années en présentiel. Je trouve toujours ça plus chaleureux, plus sympathique d'avoir des gens en face de moi quand je parle. Pour la petite histoire, pendant le Covid, j'ai fait un culte avec personne. Juste une caméra et des techniciens. Je vous avoue que c'est très perturbant, mais parce qu'on n'a pas le retour, donc c'est toujours sympa d'avoir des visages devant soi. Merci à ceux qui nous ont rejoints aussi par Zoom. On sait que certains ne pouvaient pas se déplacer. Je vais juste vous demander, si vous êtes sur Zoom, de bien veiller à couper votre micro pour qu'on n'ait pas de retour d'expression ou de discussion par l'ordinateur et qu'on ne risque pas de perturber toute la technique qu'on a eu assez de mal à mettre au point parce qu'on n'est pas spécialiste là-dedans. Donc, merci pour ceux qui sont sur Zoom. Voilà, on a pris un peu l'habitude depuis quelques temps, c'est la troisième fois qu'on le fait, de faire chaque fois une présentation de retour après les voyages du sel. Alors, les voyages du sel sont parfois très mythiques. Au maximum, on en fait un par an. Donc, il ne faut pas croire qu'on est tout le temps en voyage, même tout le temps à l'extérieur. On essaie de limiter les frais, de faire ça de manière cohérente. Et Madagascar fait partie des voyages que nous faisons régulièrement, puisqu'il y a vraiment un lien historique, un lien affectif entre le sel et Madagascar. Et si vous ne le croyez pas ou vous ne le savez pas, vous allez voir Jaco, qui était le fondateur du sel, et vous lui demandez de parler de Madagascar, mais prenez votre temps avec vous parce que vous, vous pouvez, c'est la semaine là. Voilà. Donc, il a énormément d'anecdotes à raconter et de choses à dire sur Madagascar, qui était vraiment le premier pays dans lequel le sel s'est investi et dans lequel le sel a travaillé. Il y a vraiment toute une histoire avec Madagascar. Mais finalement, c'est un pays qui est peu connu. C'est quoi Madagascar? J'essaie de passer à la diapositive suivante. Voilà, je peux. Voilà, hop. Oula, oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Tout va bien? C'est la technique. Voilà, Madagascar, c'est quoi? Alors, quand on parle de Madagascar, évidemment, il y a certaines images qui viennent à l'idée. Les Lémuriens, seule île au monde où vous avez trouvé ces magnifiques bestioles. Il y en a de plusieurs sortes, différents comme ça. Comme j'ai dit toujours, ceux qui ont vu les animaux de Madagascar connaissent le roi Louis et sa chanson que vous allez avoir en tête pour toute la soirée, si vous le connaissez. Eh ben, c'est un lémurien qu'on trouve qu'à Madagascar. Il y a aussi des baobabs, beaucoup de baobabs différents. Là, on a la fameuse allée des baobabs avec un magnifique coucher de soleil. C'est des arbres très majestueux. C'est évidemment Madagascar. Madagascar, c'est aussi l'océan Indien. C'est des plages de sable fin, des hôtels qui peuvent recevoir les gens qui ont plus de sous que les gens du pays pour pouvoir venir passer quelques vacances dans un cadre un peu luxueux. C'est la terre rouge, c'est du soleil. Madagascar, bah, c'est un peu une carte postale. Hein. Parfois, vous voyez ce qu'on peut trouver sur le net facilement comme photos de vacances idylliques, de vacances rêvées, le sable fin, les cocktails, les immenses barbecues avec les poissons qui sortent de l'océan Indien, qui ont à peine le temps d'arrêter de respirer et qui atterrissent sur le grill. Voilà, on a des choses extraordinaires, mais ça, c'est le Madagascar qui existe très peu. C'est le Madagascar qui n'existe presque pas. C'est le Madagascar qui n'existe que pour quelques touristes. Le Madagascar qui existe, malheureusement, il a une autre face. Il y a 4 ans, aucun partenaire ne m'en a parlé. Cette fois-ci, lors du voyage, tous nos partenaires nous en ont parlé. Après la crise Covid, l'arrêt du tourisme, le tourisme a repris, mais c'est 90% de tourisme sexuel, notamment dans la région de Nosy-Be et un peu partout ailleurs. Et vous pouvez voir, c'est pas des photos que j'ai faites, ça, c'est des photos d'une autre ONG qui lutte contre cela. Vous pouvez voir ce genre de monsieur très blanc par rapport aux malgaches, avec des cheveux très blancs aussi, avec des jeunes filles très jeunes autour de lui, et des panneaux avec massage. On vous offre des massages partout, et vous êtes dans un des pays les plus pauvres du monde, vous vous demandez qui a les moyens de se payer des massages, puis vous comprenez. Et c'est une prostitution qui commence avec des gamines de 13 ans. Donc, c'est vraiment une situation qui peut être lourde et qui est terrible, contre laquelle officiellement on lutte, mais on est dans un pays pauvre. Ces gens-là amènent des devises. Donc, on lutte, mais pas trop.
Notre Madagascar à nous, celui que nous avons rencontré, celui que nous avons visité, c'est celui des métiers de survie. C'est celui de gens pauvres, c'est celui de gens qui sont démunis et qui ont tous des métiers, oui, de métiers de survie, c'est-à-dire que vous travaillez aujourd'hui pour peut-être acheter votre repas du soir. Si vous ne travaillez pas, vous ne mangerez pas ce soir, tout simplement. Ici, vous avez un conducteur de cyclopousse. C'est le métier de quasiment tous les papas des enfants parrainés à Tamatave, parce qu'à Tamatave, les cyclopousses sont autorisés, mais à Tananarive, ils sont interdits. Et c'est un métier facile, il faut avoir des jambes, il faut pédaler. Ou bien alors, ils sont porteurs. Et vous voyez des gens avec des sacs de charbon de bois, mais énormes sur le dos, ou pousser des charrettes qui pèsent un poids incroyable parce qu'ils sont payés à la charge, à la tâche. Ici, le papa va devoir abandonner la moitié de sa paye au propriétaire du cyclopousse parce qu'il doit louer son cyclopousse. Et qu'un cyclopousse neuf, ben, ça coûte 250 €. C'est impayable pour lui. C'est quasiment le salaire d'une année complète sans rien dépenser. Et donc, voilà, il faut faire des courses. On est payé à la course, on n'est pas payé à la journée. Si pendant une journée, vous n'avez pas de clients, ben, vous n'êtes pas payé, mais vous avez dû payer la location du cyclopousse. C'est des lavandières, il y a un joli mot pour dire des dames qui font la lessive à la main dans des bassines et qui rangent le linge une fois qu'il est plié et repassé. Et si le client n'est pas content, il ne paye pas. Et s'il fait trop humide, si c'est la saison des pluies, ben le linge ne sèche pas, donc on ne peut pas le laver, donc on ne peut pas le rendre parce qu'il est mouillé, on ne rend pas du linge mouillé, et donc on n'a pas de travail. C'est tout ça pour un salaire de 25 € par mois environ, en sachant que la moindre habitation, il y a un grand mot pour parler d'habitation, se loue 15 €, sans eau courante, sans électricité, sans salle de bain, sans toilette. Donc, et qu'un repas pour une famille, c'est 1 €. Donc, faites le calcul, 25 €, il y en a 15 qui partent pour le loyer, il en reste 10 et il y a 30 jours, il faut manger. Avec ça, vous n'êtes pas encore habillé, vous n'avez rien fait. Donc, même avec les 2 parents qui travaillent, c'est de la survie, toujours. Notre Madagascar, c'est celui-là, celui de la pauvreté. Ça, ce sont des maisons. C'est le long de la route. Chaque case est une maison différente, une famille différente qui vit là-dedans. Et alors, quand j'explique aux parrains que c'est chouette, ils peuvent s'éclairer maintenant parce qu'ils ont pu s'équiper avec un panneau solaire, ici, vous avez la version luxe du panneau solaire dont ils peuvent s'équiper. Ça permet quelques ampoules le soir et encore. Il y a une batterie, la batterie charge, et puis le soir, les enfants peuvent peut-être travailler, peuvent peut-être faire leurs devoirs en étant un peu éclairés, mais ça permet que ça. Ça, c'est le Madagascar que nous avons découvert. C'est le Madagascar qui est un pays pauvre, un des plus pauvres au monde. Dans le classement du PIB par habitant du FMI, Madagascar est 183e. Il y a environ 190 pays classés. Et de la 190e à la 170e place, la variation, elle est maigre. Le Qatar est premier. On a beaucoup parlé du Qatar ces derniers temps. La Belgique est 26e. Vous voyez les chiffres. C'est le PIB par habitant. Donc, on est à 46 000 $. Ce n'est pas du dollar américain, c'est du dollar international. Pour avoir un point de repère en Belgique, 100 550 à Madagascar, en sachant que c'est toujours des moyennes, ces choses-là. Je ne gagne pas 46 000 € par an, vous ne gagnez pas 46 000 € par an, pourtant c'est la moyenne pour la Belgique. Hein, parce qu'il y a des gens qui gagnent beaucoup plus. Donc, vous imaginez qu'on a 1 500 à Madagascar, et il y a des gens qui gagnent nettement moins, évidemment. Alors, j'ai voulu vous mettre cette photo-là, parce que cette route-là, c'est l'autoroute qui va de Tamatave, le grand port international de l'île, à la capitale, Tananarive. Donc, s'il y a une route qui doit être entretenue à Madagascar, c'est celle-là. Parce que les marchandises, les biens arrivent dans le grand port et doivent aller à la capitale. Donc, s'il y a une route dans laquelle on va investir pour l'entretenir, c'est celle-là. Vous voyez l'état. Imaginez, c'est la route Anvers-Bruxelles. C'est l'autoroute Anvers-Bruxelles. Voilà la route nationale 2. Nous l'avons faite puisque nous avons des centres de parrainage à la capitale Tananarive, dans cette région-là, et à Tamatave. Il a fallu aller à Tamatave et revenir de Tamatave. 350 km environ. On a mis 12 heures. Ça vous donne une idée de l'état de la route, mais plutôt que des mots, il vaut peut-être mieux.
Bienvenue à Madagascar. On a essayé de vous donner un peu, de pouvoir toucher les routes, de pouvoir toucher les chemins que nous avons empruntés. On avait loué un taxi avec chauffeur luxe. Hein. Ça n'a pas empêché qu'au premier arrêt où on s'arrête pour manger, on voit tout d'un coup que le gars va sur le taxi luxe. Je viens près de lui, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais c'est la courroie d'alternateur qu'il faut changer. Ah oui, elle était effilochée. Et au retour, on a perdu 3 heures, je pense, parce que le moteur avait tendance à chauffer. Ça, c'est sûr que quand il y a la courroie d'alternateur qui entraîne la pompe à eau, etc., pose problème. Bah, voilà. Donc, ça a été assez folklorique aussi pour le trajet, mais on était dans un taxi luxe. Parce que quand on discute avec les partenaires, il y a des situations où ils mettent 3 jours pour faire le trajet parce que il faut faire avec les aléas et de la voiture et de tout ce qu'il y a. Alors voilà, mais on ne veut pas être non plus catastrophique et catastrophiste parce que le Madagascar que nous avons rencontré, c'est aussi celui de Tutsu. Alors Tutsu, elle est comptable. J'ai jamais vu une comptable comme ça. Elle est comptable à Tamatave, au centre MD 602, donc de la Midem au centre Bomberger. Et à midi, vous avez au modo 150 gamins qui sont en train de manger dans le réfectoire. Et tout de suite sort de son bureau de comptable, prend le micro et fait l'animation. Mais alors, moi, je veux bien une animatrice comme ça pour tous les camps de jeunes où vont mes enfants, etc. C'était assez sidérant de voir ça. Et puis, je vais trouver les responsables qui me disent, ben oui, mais c'est pour ça qu'on l'a engagée, parce elle peut faire les deux. Ah oui, ça, je le vois. C'était assez impressionnant. Avec un sourire, une consécration et tous ces gamins qui s'amusaient vraiment, vraiment une chrétienne engagée qui est là pour le bien de ses enfants. Notre Madagascar, c'est aussi celui d'Assine. Assine, c'est la capitale, c'est Tananarive, c'est le bidonville d'Ankazomanga, c'est le centre MG 550. Travailleuse sociale, souvent la confidente des enfants, c'est elle qui rédige les dossiers des enfants, c'est elle qui m'envoie les rapports. Elle va visiter les familles aussi. Alors, quand on vous parle de lampe solaire, c'est une lampe solaire. En fait, c'est une lampe de poche qui se recharge avec un petit truc solaire dessus qu'on met dehors en journée pour pouvoir s'éclairer le soir dans la maison. Quand on vous parle de maison, vous voyez ici quand même qu'il y a du jour qui passe parce que c'est des planches qui sont derrière. Et donc, on tend une toile de plastique pour que l'eau et le vent ne passent pas dans la maison. Donc, quand je vous parle de maison à Madagascar, ça, c'est les maisons en Casomanga. Cette maison, elle fait 4 mètres sur 3 et c'est une grande. Notre Madagascar, c'est celui d'Emilienne. Emilienne, elle est au centre MG 300. Elle est chargée du parrainage. Elle va visiter les familles. Là, il faut du courage parce que vous êtes en pleine cambrousse. Et aller visiter une famille, c'est 1 heure de marche pour aller, 1 heure de marche pour revenir. Il faut du courage parce que vous vivez au milieu de nulle part. Une des personnes qui a visité un jour ce centre-là dit on se croirait sur la Lune. Peut-être, je ne suis jamais allé sur la Lune, mais c'est peut-être un peu ça. Et il faut accepter non seulement de vivre là-bas, mais de vivre dans les conditions là-bas, c'est-à-dire avec les salaires qui vont avec une école à la campagne à Madagascar et tout. Donc, Madame Saul, quand elle a fini de s'occuper du parrainage, quand elle a fini de s'occuper des enfants, quand elle a fini de visiter les familles, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va élever ses poules, parce qu'il faut qu'elle vende des poules pour pouvoir arriver à vivre de manière correcte. Et le directeur de l'école, lui, c'est mieux. Les directeurs d'école avec un collège, donc c'est-à-dire les élèves jusqu'en 3e secondaire. Et vous avez toutes les primaires jusqu'au 3e secondaire. Vous êtes directeur d'école, vous élevez des cochons après journée parce qu'il faut vendre des cochons pour pouvoir arriver à vivre. Ça, c'est notre Madagascar, c'est celui de chrétiens engagés, volontaires, consacrés, qui font des choses comme ça pour aider les enfants. Notre Madagascar, c'est celui de Mamie. Mamie, il travaille au centre Nisoto Antra, à la Ligue. Il les visite à domicile, il anime les clubs d'enfants, les clubs d'ados, il fait le suivi spirituel des ados, il fait l'encadrement scolaire des ados le samedi. Mamie, il a un diplôme universitaire. Et en discutant avec lui dans la voiture, il m'a dit, mes amis ne comprennent pas ce que je fais là, avec le salaire que j'ai pour faire ça. Et il dit, mais tu as un autre diplôme, tu devrais faire autre chose. Mais ils ne comprennent pas le sens de ce travail, ils ne comprennent pas la valeur de ce travail, me disait-il. Et donc, Mamie s'implique au niveau de la Ligue
alors qu'il sait très bien qu'avec son diplôme, il pourrait faire d'autres choses. Donc notre Madagascar, c'est celui de chrétiens engagés et consacrés. Voilà un peu une photo globale. Vous avez ici la photo de la voiture personnelle de Camille. Camille est coordinateur national de la Ligue pour la lecture de la Bible à Madagascar, c'est-à-dire plus de 50 centres d'accueil où des gens viennent, peuvent loger, sont formés, etc. C'est-à-dire de l'édition littéraire. Je ne sais pas combien d'employés. Sa voiture, elle doit avoir 35 ans. Vous voyez l'état. Camille, c'est lui qui m'a dit, on a ce qu'on a, on montre ce qu'on a et on donne ce qu'on a. Et c'est vraiment comme ça qu'il fonctionne. Ici, vous êtes dans la cour de la maison de Dédé et Odile, c'est le centre MG 550, en Casomanga. Ben, il n'y a plus assez de place, il y a trop d'enfants. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans la cour? Ben, on pèle les légumes, on les lave dans l'évier qui est dehors. Ils ont une maison, bel étage. Ils vivent dans 10 mètres carrés. Tout partout, c'est des trucs pour le centre de parrainage. C'est des trucs pour les enfants. C'est des trucs pour les travailleuses sociales, pour qu'elles aient leur ordinateur, pour la cuisine, pour que les enfants puissent prendre une douche, puissent aller aux toilettes. Et hors de cette maison, qui ressemblerait à une de nos maisons européennes, ben, il reste 10 à 15 mètres carrés dans lesquels Dédé et Odile vivent, alors qu'ils pourraient utiliser toute leur maison. Ça, c'est Andranotaratra. Ou Andrantarach, et si les Malgaches étaient là, même quand je le dis comme ça, ils se marrent. Donc, il faut vraiment accepter d'aller vivre là. Vous êtes à 1 heure de marche de la première route macadamisée, mais quand vous êtes à la route macadamisée, vous n'êtes pas encore à une ville. Il faut qu'on prenne un bus pour y aller. Les élèves ont entre une demi-heure et 1 heure de marche pour rentrer chez eux. Vous êtes au milieu de nulle part. Et je vous assure que vous passez 1, 2 jours en Tantanarch, 3, je vais vous demander comment ils font pour vivre toute l'année là. Parce que le soleil, il se couche entre 5h30 et 6h. Il n'y a pas de lumière, parce que panneau solaire, oui, ça va bien un moment, mais on vient vous dire déjà à cette heure-là que, attention, il va faire noir. OK? Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Mais quand je dis rien, c'est rien. Et eux, ils vivent là toute l'année. Voilà la consécration des gens que nous avons rencontrés à Madagascar, une volonté de servir, une volonté de s'impliquer. Et on va commencer avec les cantines dans cette implication, présentation des cantines. Et là, c'est Eric qui va prendre le relais et qui va vous parler de tout. Le Toantra, c'est les enfants parrainés qui mangent, soit des cantines plus particulières, en Dawitia, avec l'Amidem, à Tamboro, et c'est Eric qui va vous les présenter. Merci. Alors, notre Madagascar, ce sont aussi de belles histoires. Il y a du parrainage et des cantines au même endroit, et puis il y a des cantines qui sont des cantines toutes seules. Et c'est de ça dont je vais vous parler. Et ces 3 cantines, ce sont 3 belles histoires. Première cantine, alors c'est celui-là ou c'est l'autre? Oui, non, c'est pas ça. Hop, c'est l'autre. OK. Première cantine, Andaoitia, je le dis en français, en malgache, je vous promets que c'est prononcé autrement. Ça a été fondé par Arlive et Christian il y a longtemps. Je ne sais pas si c'est 30 ans ou 40 ans, mais Arlive nous a de nouveau cette fois raconté cette histoire et c'est tellement touchant. Je ne vais pas tout vous raconter, mais je vais quand même vous résumer cette histoire. Arlive et Christian, à l'origine, c'est un couple aisé qui habite dans une jolie villa à Tana. Et ils ont, elle, un chouette boulot dans une entreprise. Lui est steward dans la compagnie nationale d'aviation. Et voilà ce qui se passe, c'est que régulièrement, il y a et puis des enfants qui viennent manger dans leur poubelle. Et ça, pour eux, c'est totalement insupportable. Et donc, Arlive, qui a de la suite dans les idées, réfléchit et petit à petit met des choses en place pour nourrir ses enfants. Première étape. Deuxième étape, il y a quelqu'un de sage qui lui parle, un chrétien ou une chrétienne reconnue, je ne me souviens plus maintenant, lui parle et lui dit « Tu dois arrêter ton boulot, tu dois t'occuper de ces enfants. » Elle le fait. Elle le fait vraiment par la foi, parce qu'elle avait un bon boulot, elle abandonne ce bon boulot. Et c'était assez rigolo quand ils ont raconté ça, parce qu'elle a dit « Dieu a tout fait.
Ce qui s'est passé, c'est que je n'avais plus le revenu de mon boulot et donc mon mari a grimpé très vite la hiérarchie et son salaire a beaucoup augmenté. C'est Dieu qui a tout fait. Le mari est derrière, mais il faut les voir tous les deux. Lui, il est derrière, il dit « Ouais, bon, j'ai quand même bien travaillé. Hein. » Et ça évolue. Et donc, petit à petit, ils font aussi connaissance du CEL France et puis du CEL Belgique. Il y a une cantine qui se met sur pied. Et voilà, quelque chose qui tourne bien, qui tourne d'une manière très chouette. J'aurai encore l'occasion tout à l'heure de vous parler de l'histoire des violons, parce que c'est une belle histoire. Ou bien c'était maintenant les violons? C'est maintenant. OK, les voilà les violons. OK, donc il se passe que vous voyez qu'il commence à prendre de l'âge et Arlive a fait un AVC. Il était fort handicapé dans son lit avec un côté qui ne marchait plus très bien. Comme elle a toujours de la suite dans les idées, elle a dit à son mari, rééducation, donne-moi mon violon. Et elle s'est exercée avec son violon jusqu'à récupérer. Et c'est impressionnant parce qu'à chaque fois qu'on va, elle va mieux. Et cette fois-ci, elle ne marchait même plus avec une canne, marchait tout à fait normalement. Et elle s'est rééduquée avec son violon. Et de fil en aiguille, est venue l'idée d'apprendre le violon, d'apprendre la musique aux enfants. Et ils ont récolté des violons, ils ont mis ça sur pied et c'était vraiment impressionnant. Chaque fois qu'on y va, on a un petit concert très chouette de ces enfants. Et l'élément intéressant, c'est que ces enfants qui ont appris la musique ont appris une certaine rigueur au travers de cette musique et ont amélioré leur performance scolaire. Donc vraiment quelque chose d'extrêmement encourageant. Maintenant, ils commencent à prendre de l'âge et petit à petit, nous, on se demande, est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est un projet qui va s'éteindre avec eux? Et on est parti à Madagascar cette fois avec cette question. Et il se fait que des enfants plus grands ont commencé à s'investir dans le projet, à enseigner l'école, comment dire, des répétitions scolaires pour les enfants plus petits. Et d'une manière très officielle, des grands, et notamment un grand qui commence à être un petit peu vieux, qui commence à avoir quelques cheveux blancs, qui était, pour la petite histoire, un de ces gamins qui allait dans la poubelle tout au début. Il nous a dit, nous, ce projet, c'est notre projet, et on veut le continuer. Et donc, c'est la première belle histoire, l'histoire d'Andao Itia. Soutien scolaire. Oui, je vous parle encore quand même du soutien scolaire parce que c'est un élément important qui a été mis sur pied par Arlive. Il se fait que dans beaucoup de pays, il n'y a pas assez de place à l'école. Et donc, il y a ce qu'on appelle la double vacation, c'est-à-dire qu'il y a la moitié des enfants qui vont à l'école le matin, les autres sont dans la rue, et l'après-midi, c'est le contraire, les autres sont dans la rue. Et Arlive a dit, dans la rue, non, vous venez ici. Et elle a fait des répétitions scolaires pour ses enfants. Et donc, il y a tout un tableau d'honneur avec tout ce que les enfants ont récolté, tout un mur avec tout ce que les enfants ont récolté comme qu'est-ce que je vais dire, comme félicitation scolaire. C'est vraiment un élément encourageant. Belle histoire suivante, à Tamboro. Marie-Laure et André. Marie-Laure est française et André est suisse, à moins que ce soit le contraire, je ne sais jamais, peu importe. Et donc, je parle d'une vieille histoire, de nouveau, ils se marient et quand on se marie, en général, on part en voyage de noces. Où est-ce qu'ils vont en voyage de noces? À Madagascar. Et ils accrochent bien avec ce pays et ils décident de s'y installer. Et donc, Marie-Laure et André ont développé, je résume, un projet qui a un peu trois têtes. La première tête est leur maison, simplement. Ils ont eu une fille et ils ont adopté, c'est pas vraiment adopté, mais c'est des enfants qui leur ont été confiés par le juge, 7 autres enfants malgaches qu'ils ont élevés, qui sont maintenant grands et adultes. Ça, c'est la maison. Ensuite, à côté, il y a une école, c'est une école primaire de haut niveau. Et la qualité de l'enseignement est telle que des enfants, des ambassadeurs et d'autres personnes viennent dans cette école et ces enfants qui ont les moyens payent un minerval qui permet aux autres enfants d'aller à l'école. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième pôle, c'est ce qu'ils appellent le terrain de sport. C'est un endroit où les enfants peuvent aller pour s'amuser, faire du sport, mais c'est aussi un endroit où il y a une cantine scolaire où chaque jour, 50 enfants reçoivent un repas. Et donc, nous intervenons à ce niveau-là pour la cantine, pour le financement de cette cantine. Là aussi,
Marie-Laure et André commencent doucement, là c'est une vieille photo, ils commencent doucement à vieillir. Ils rentrent de plus en plus souvent en Europe pour des périodes plus longues parce que leurs parents à eux, par contre, ils sont vraiment vieux et ils ont besoin d'eux aussi, donc ils sont de plus en plus souvent en Europe pour de longues périodes. On s'est aussi demandé qu'est-ce qui va se passer avec ce projet. Et ce qu'on a trouvé, quand on est allé cette fois, ils n'étaient même pas là, on a été reçus par les enfants. Et chaque enfant a un rôle. Il y en a un qui fait la compta, l'autre qui s'occupe des achats, l'autre qui s'occupe de la cantine. Et tout marche sans les parents. Et on voit que les choses sont guidées et que petit à petit, la génération suivante prend la relève. À Tamboro, une autre belle histoire, avec ces 7 enfants malgaches qui sont maintenant engagés d'une manière ou d'autre dans le projet. Voilà, le terrain de sport, la cantine, où les enfants reçoivent vraiment des repas équilibrés. Et alors là, c'est un peu, oui, je pense que c'est les franco-suisses, hein, donc c'est un peu la fourchette et le couteau, et on apprend à manger proprement, hein, c'est du sérieux. Autre belle histoire, Roger et Anta. Roger et Anta, il y a bien des années aussi, ont fondé un orphelinat et une école, l'école Bonberger, et l'orphelinat s'appelait, je l'ai oublié juste maintenant, ça ne fait rien, c'est un orphelinat. Bref, peu importe. Ils ont fondé, ça a tourné pendant de nombreuses années. Nous avons travaillé avec eux au niveau du parrainage. Maintenant, ils sont âgés, ils ont pris leur retraite, même s'ils continuent, ils ont vraiment sur le cœur d'annoncer l'évangile aux enfants. Et donc, ils travaillent dans ce domaine. Et c'est leur fils, Neina, et son épouse, qui est d'origine suisse, qui s'appelle Déborah, qui ont repris un peu le projet. Donc, de nouveau, un passage de témoin et un projet qui se pérennise. C'est un couple vraiment intéressant, Déborah et Neina. Neina est pour moi vraiment le type de businessman, entrepreneur social, toujours à réfléchir ce qu'on pourrait faire pour faire mieux, ce qu'on pourrait faire pour avancer. Et donc, nous soutenons ce projet à travers les cantines Nourrir Futé. La particularité des cantines Nourrir Futé, ce sont des enfants en âge d'école maternelle. Toutes nos autres cantines sont pour des enfants plus grands, au moins en âge d'école primaire. Mais ils ont eu vraiment cette vision qu'il est important que ces petits enfants, avec des petits cerveaux en train de se maturer, aient une bonne nourriture. Mais de fil en aiguille, ces cantines sont devenues presque des écoles maternelles, et ce sont des écoles maternelles où les familles et les villages sont impliqués. Les familles, les mamans, les papas sont impliqués au niveau de la cuisine. Aussi, les villages sont impliqués pour pouvoir trouver aussi du personnel pour ces cantines. C'est vraiment quelque chose d'intéressant et qui tourne bien. Donc, encore une fois, une nouvelle belle histoire par rapport à ces cantines. Voilà, 3 belles histoires. Je repasse la parole à Philippe. Je lui rends la manette et je vais lui ouvrir le micro. Et donc, Eric vous a parlé des cantines, mais moi, chargé de parrainage, je vais vous parler des centres de parrainage. 4 centres de parrainage donc à Madagascar. MD 500, Misoto Antra, à la Ligue pour la lecture de la Bible, en lieu de la capitale Tananarive. MG 550, Ankazomanga, ça c'est le bidonville de la capitale. Bidonville, on en reparlera. MG 300, Andranotalac, là c'est la brousse malgache. On est à 100 km environ de la capitale. C'est le paysage lunaire, c'est là qu'on est au milieu de nulle part. Et puis MD 602, l'école Bonberger. On a aussi du parrainage. Donc là, c'est Naina et Déborah dont on vient de vous parler avec la cantine. Alors, la Ligue pour la lecture de la Bible, Madagascar, MD 500, donc le centre Nisoto Antra, avec une nouvelle équipe. Quand nous sommes arrivés, on a découvert une nouvelle équipe. Là, c'est Mamie que vous avez vu tout à l'heure, qu'on avait déjà rencontré il y a quelques années. Ici, Fanny, qui est responsable du parrainage, qu'on avait aussi rencontré. Mais le reste de l'équipe est nouveau. Vous avez Camille, qui est le coordinateur national de la Ligue. Vous avez Mina, son épouse, qui est responsable du ministère de la Jeunesse. Et là, on était vraiment heureux parce que ça fait des années qu'on pousse pour que ça se passe.
et maintenant avec Mina, c'est fait. Les enfants qui sont parrainés, tout leur suivi est intégré dans le ministère de la Jeunesse de la Ligue pour la lecture de la Bible, ce qui veut dire que le suivi social des familles va être beaucoup plus efficace, puisqu'il y a des gens qui sont formés pour pouvoir accompagner ces familles. Et donc, c'est des couples qui vont prendre en charge 3 ou 4 familles maximum pour les accompagner, parce que parfois, quand vous êtes pauvre, il y a vraiment le problème que vous êtes limité dans vos apprentissages simplement parce qu'on ne vous l'a pas appris. Et donc, vous faites des erreurs simplement parce que vous ne savez pas comment ça fonctionne. Et donc, il faut qu'on puisse avoir une sorte de tutorat pour aider ces familles à profiter du parrainage et pouvoir s'élever et pouvoir sortir de la misère. Cette nouvelle équipe nous a vraiment séduits parce qu'il y avait vraiment un nouvel élan, un nouveau dynamisme qu'on a perçu tout de suite en arrivant sur le lieu, parce que voilà, nettement embelli par rapport à il y a 4 ans. Le lieu a vraiment évolué. Toutes les décos ici que vous voyez qui sont faites avec des pneus qui ont été peints n'étaient pas là. Le terrain n'était pas aussi bien entretenu. Les peintures sur les classes, ce n'était pas là non plus. Tout ça a été fait par des bénévoles de la Ligue, que eux ont réussi à motiver, à impliquer. C'était très amusant parce que quand ils nous parlaient des peintures, ils nous ont expliqué que du coup, il y a quelques garçons de l'école primaire qui veulent devenir peintres parce qu'ils ont voulu bien peindre et ils trouvaient ça merveilleux et fantastique. Et vous voyez qu'ici, quand même, il y a beaucoup de gravats parce que ce n'est pas du terrain génial et que, bon, là, il y avait un vieux truc qui a dû être démoli. Et ce qu'on apprécie beaucoup au CEL, c'est que depuis quelques années, pour ce centre, on est en partenariat avec une église de Liège qui s'appelle Nouvel Impact. Ça fait 4 ans que tous les enfants qu'il y a parrainés chaque année dans ce centre-là, c'est l'église Nouvel Impact de Liège qui, parmi ses membres, trouve des gens et ils sont tous parrainés et ils vont financer une plaine de jeux qui va se trouver là. C'était très intéressant d'arriver de voir qu'ils étaient en train de nettoyer le terrain pour pouvoir installer cette plaine de jeux. Quand vous voyez le terrain, vous dites ah oui, je comprends que dans le devis, il y a assainissement du sol et un sol plus stable pour installer ces plaines de jeux. Mais on voit vraiment l'effort qui a été fait pour améliorer tout le terrain. Ici, vous avez la salle de répétition. Donc, c'est pour ceux qui sont au-delà de l'école primaire, ils sont en école secondaire, ils peuvent venir là, ils ont des gens qui sont là pour les aider à faire leurs devoirs, les aider à comprendre leurs leçons parce que les parents ne sont pas instruits. Donc, une fois qu'ils sont au-delà de l'école primaire, les parents, le suivi scolaire, ça n'existe pas, ils ne peuvent pas, ils ne sont pas capables. Et au-dessus, vous avez une bibliothèque. Une bibliothèque, c'est peut-être un grand mot pour nous, mais ça permet d'avoir des livres pour les enfants et notamment pour ceux qui connaissent les publications de la Ligue, qui ont lu le Tournesol, vous avez toute la série des Tournesols qui sont là à disposition pour les enfants ici à la Ligue. Donc ce lieu s'est embelli, vous voyez le réfectoire ici, vous voyez comment c'est décoré, vous voyez comment les classes sont peintes et on est toujours accueillis d'une manière chaleureuse. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans les écoles primaires en Belgique aujourd'hui, parce que ça fait un moment que les enfants n'y sont plus, mais les rangs sont toujours nickel, au cordeau, et puis ils chantent, et puis ils font des panneaux pour nous dire merci, pour nous accueillir. Ils avaient même créé une chanson pour remercier l'Église Nouvel Impact, conscient que ça fait 4 ans que c'est grâce à eux que ça se développe, et donc ils ont chanté aussi pour Nouvel Impact. On a des enfants très chaleureux. Voilà, quand je disais qu'ils vont dans les détails, ils sont allés dans les détails. Ça, c'est dans le réfectoire. Il y a une carte de Madagascar qui est là dans le réfectoire, une abeille fabriquée avec une vieille boîte de conserve qui pend au plafond du réfectoire. Et puis sur le béton qui était à nu, et bien maintenant il y a des jeux pour que les enfants puissent, pendant la récréation, avoir des jeux qui sont aussi didactiques. Alors là, vous avez une marelle, mais il y a d'autres jeux où vraiment vous voyez que, ah oui, pour un gamin de première primaire, il va sans s'en rendre compte apprendre à calculer, apprendre à lire et devoir développer certaines capacités. Voilà les 5 enseignantes, ce sont les 5 institutrices des classes de primaire, puisque à Nisoto, il y a juste l'école primaire. Ces 5 institutrices, comme tout le personnel, nous ont quand même fortement marqués, parce que pendant la période Covid, les écoles ont été fermées. Tout ce qui était du logement, de l'accueil de personnes a été fermé. Or, la Ligue à Madagascar se finance essentiellement par les lieux de retraite, où les gens peuvent venir, et il y a quelqu'un qui donne un enseignement ou qui anime une semaine d'enseignement, les gens viennent, ils logent, ils payent pour ça, et ça finance la Ligue, ça finance ses activités. Comme c'était fermé pendant le Covid, il n'y avait plus de sous à la Ligue. Et donc Camille, vous vous souvenez, on a ce qu'on a, on montre ce qu'on a et on donne ce qu'on a.
On ne cache pas ce qu'on a et on donne ce qu'on a. Camille a dit, coordinateur national, je ne peux plus me payer, je ne peux plus payer mon personnel, là, c'est fini, on n'a plus d'argent. Donc, il a rassemblé son personnel, il leur a dit, écoutez, si vous voulez trouver un travail ailleurs, allez-y, trouvez un travail ailleurs. Mais si vous voulez venir à la Ligue pour continuer à travailler, vous pouvez continuer à venir pour travailler. Mais sachez que je ne peux plus vous payer. Les caisses sont vides. Tout le personnel est venu travailler pendant 3 mois, y compris les institutrices qui n'avaient plus d'élèves en classe, mais qui préparaient des devoirs, donnaient les devoirs aux élèves qui venaient les ramener à l'école un à un et leur donnaient des devoirs pour la semaine suivante et corriger tout cela. Donc vraiment une grande consécration, parce que ce sont des gens qui savent ce que c'est. Irina ici est une ancienne enfant parrainée de la Ligue, dans le centre. Elle a fait ses études d'institutrice et quand elle a été diplômée, la première école où elle est venue se présenter, c'est celle de la Ligue en disant « Je sais ce qu'on m'a apporté, je sais ce qu'on m'a donné, je sais ce que j'ai reçu ici, je vais pouvoir donner la même chose. » Et là, vous direz le hasard, Dieu, comme vous voulez, fait bien les choses, parce que hier, on a appris qu'on devait trouver une nouvelle institutrice. Et donc, ça fait des années maintenant qu'elle est là, comme institutrice dans ce centre, avec ses 4 collègues, des instituteurs qui acceptent de faire des formations continues. Elles sont en formation de français régulièrement, toutes les semaines, parce que l'enseignement est censé se faire en français à Madagascar. Il se fait beaucoup en malgache, avec un petit peu de français. Vous avez des enseignants où le niveau de français, là, quand même, ils sont censés apprendre le français aux gamins. Et ben, elles suivent des cours de français parce qu'elles sont conscientes qu'elles veulent améliorer le niveau de l'école, donc au bénéfice des enfants qui sont là-bas, qui sont enseignés. Et vraiment, on a vu une progression là aussi dans la qualité de l'enseignement, dans la manière de gérer les enfants, dans la manière de leur apprendre les choses. On voit des institutrices qui ont la volonté que ça progresse. Et ça, c'était vraiment quelque chose qui nous a réchauffé le cœur. Pendant qu'on était sur place, on a eu tout un groupe de mamans qui sont venues pour nous remercier et témoigner de ce que ça faisait. Notre collègue française, qui faisait probablement son dernier voyage à Madagascar avec nous, nous a dit, ça c'est la première fois que je vois ça. Les parents autant impliqués, autant présents, avec des parents qui nous ont témoigné de ce que ça leur apportait. La dame ici avec un bébé nous a dit, ma fille, elle va à l'école parce qu'elle est parrainée. J'aurais jamais pu la mettre en première primaire. C'est pas possible. J'ai pas les moyens. Elle va à l'école parce que, grâce à ce que vous faites. On a toutes ces mamans qui ont témoigné de leur fierté de pouvoir offrir ça à leurs enfants grâce au parrainage. Ces parents sont vraiment impliqués. Tous les 15 jours, c'est nettoyage de l'école le samedi. C'est un parent qui vient avec son enfant qui est à l'école. Imaginez que votre l'école primaire où se trouve votre gamin, vous dise tous les 15 jours, vous venez, il faut balayer la cour, il faut enlever les mauvaises herbes, il faut nettoyer les classes. C'est vous qui le faites avec un de vos gamins, sinon l'école, elle ne tourne pas. Ben là, ça marche. Ils le font. Ils viennent. Ils sont là. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose de fort. Et ils ont mis en place, du coup, une formation et un accompagnement des parents. Parce qu'une fois de plus, on a affaire à des gens qui sont dans un grand état de pauvreté. Et donc, on a des formations à l'hygiène, on a des formations à l'éducation aussi. Les papas malgaches, c'est extrêmement dur pour eux, déjà, de simplement nourrir leurs enfants. Et donc, ils ont nourri leurs enfants, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Et si vous dites au papa malgache, mais tu sais, féliciter ton gamin, le prendre dans tes bras, le serrer un coup et lui dire que tu l'aimes, il vous regarde, quoi? Hein? Ça se fait? Ben oui, il en a besoin. Ils ont besoin d'apprendre ça parce que l'existence est tellement dure pour eux que j'ai trimé, vous avez vu dans le film, là, les charrettes chargées de charges de poids, où les choses à porter, on voit des gens avec des paquets de briques sur le dos, je ne sais même pas comment ils arrivent à mettre ce paquet de briques sur leur dos, et ils le portent. Et quand vous avez trimé 12 heures comme ça pendant la journée et que vous rentrez, ce n'est pas évident d'encore pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, il y a toute une formation comme ça pour aider les parents là-bas qui se passe, et ça apporte un réel témoignage, vraiment, et pour les enfants et pour les familles. On passe à Tamatave, donc avec la fameuse route que vous avez vue tout à l'heure. Donc là, on a fait ça en une seconde. Nous, on a mis 12 heures pour découvrir donc l'équipe de la MIDEM. Alors, vous avez déjà rencontré Déborah et Naina. Voilà, Vittorio, qui est le pasteur
attachés aux enfants parrainés, qui visitent les familles. Voilà Evans qui est responsable du parrainage et notre fameuse Touchou, trésorière, comptable, animatrice, avec un accent à Tamata sur la formation, le suivi social et spirituel des enfants. Il y a vraiment une prise de conscience là-bas que le bac, le diplôme de secondaire, ce n'était pas la panacée. Et que parfois, ça ne servait à rien de pousser un jeune à aller jusqu'à ce diplôme-là si c'était pour ne rien en faire. Et donc, il y a une mise en place de tout un suivi des jeunes pour mieux les orienter, pour les orienter vers des formations professionnelles et de véritables formations professionnelles. Là aussi, le lieu a été amélioré. Il faut savoir qu'après le passage du cyclone, vous voyez ici, là où c'est pas peint, il y avait de l'eau jusque-là, dans toutes les écoles Montberger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réaménagé les classes, ils se sont arrangés pour que l'eau ne rentre pas. Donc, les classes sont assez hautes pour que l'eau ne rentre jamais dans les classes. Et puis, on a fait des passages avec des gros pneus de camion remplis de sacs de sable. Comme ça, quand il y a de l'eau, quand il y aura d'autres inondations, parce qu'il y en aura avec les passages des cyclones, les enfants pourront aller de classe en classe sans se mouiller les pieds, tout simplement. Donc, c'est très malin, avec peu de choses, puisque c'est de la récup, mais c'est quelque chose d'hyper bénéfique pour les enfants de ne pas avoir à patauger dans l'eau pour arriver dans leur classe. Vous voyez qu'il y a de l'effort qui a été fait au niveau de la décoration pour que ça soit agréable pour les enfants. Des plaines de jeux, vous n'en voyez que là. On est dans un pays pauvre, une plaine de jeux, ça n'existe pas. Et puis dans ces lieux de parrainage, vous voyez, il y en a pour les enfants. On a pu aussi constater le futur atelier de formation en menuiserie. Ils avaient reçu leur première machine et malheureusement, le conteneur avec toutes les autres machines arrivait quand nous partions. Donc, la salle n'est pas remplie. Leur première machine, mais ils étaient déjà au boulot. Ils étaient déjà en train de découper des planches, de les poncer, etc. Et à côté, il est là dans la pièce, mais il n'est pas sur la photo, il y avait un gars qui était en train de souder des tubes qui pliaient et de les peindre. En fait, ils étaient en train de fabriquer les bancs et les chaises pour l'école. Et donc, ce sont des enfants qui sont parrainés, qui, pour eux, le bac, ce n'est pas possible, mais on leur donne une vraie formation professionnelle avec un vrai menuisier qui vient les encadrer dans un atelier sérieux. Parce que le problème à Madagascar, c'est que vous avez beaucoup de monde qui sont prêts à prendre des jeunes en formation puisque tu me payes pour que je les forme. Et en fait, le gamin qui est en formation mécanique, il a passé sa journée à balayer l'atelier pendant 6 mois et pour lui dire « ça y est, tu m'as vu travailler, t'es formé, va réparer une voiture ». Et le gars, il n'est pas formé du tout. Donc ici, des formations sérieuses. Ici, cette salle est vide. Pourquoi? Parce que c'est la future ludothèque, médiathèque. Ils vont acheter des ordinateurs pour permettre d'avoir accès à cette technologie. Parce que vous imaginez bien qu'on n'a pas d'électricité, on n'a pas d'ordinateur. Et donc, avoir accès à cette technologie, apprendre à la maîtriser pour ceux qui vont aller au bac, parce que ça sera utile pour eux, ils en auront besoin pour leurs études. Ils vont aussi faire de la projection de films. L'idée est de permettre aux enfants de rester plus longtemps sur le lieu pour ne pas retourner dans ce qu'ils appellent les bas quartiers après l'école. Parce que quand on est dans les bas quartiers avec papa et maman qui travaillent, dans les bas quartiers, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de tentations, mais aussi beaucoup de dangers. Et donc, plus on va les garder sur le centre et quand ils vont pouvoir rentrer, papa et maman sont là, c'est beaucoup plus sécure. Et c'est avec le parrainage plus qu'on va équiper cette ludothèque, médiathèque. Donc, pour ceux qui font du parrainage à 37 €, les 7 € supplémentaires, à quoi ça sert? À des projets comme ceux-là, notamment.
Voilà, Andrano Tarac, juste vous donner un peu une idée du lieu, de comment ça se passe. Tout le monde est agriculteur là-bas, tout le monde arrive à peine à survivre là-bas, mais il y a des gens impliqués, des gens volontaires et avec un développement continu. Ici, voilà les 4 professeurs du nouveau collège. Il y a quelques années, ils ont commencé à faire collège parce que quand ils quittaient les primaires s'arrêtent en 5e là-bas, les enfants devaient aller à la ville pour aller au collège. Et donc, il fallait leur louer une chambre là-bas. Donc, c'était souvent une chambre avec un lit. On met 3 élèves dans la même chambre parce que les parents n'ont pas les moyens. Et puis, c'était la ville avec tous les risques, toutes les tentations, tous les problèmes de la vie, les agressions possibles pour des gamins et des gamines de 11 ans. Et donc, le collège se révélait être nécessaire à Andrano. Et donc, on a pu financer la construction de ce collège. Les 4 professeurs qui sont là, et maintenant, ils ont 16 ans qu'ils vont à la ville. C'est quand ils vont au lycée, et donc, ça change évidemment les choses. Mais j'ai une admiration pour ces dames, parce qu'elles sont instruites, elles ont été à l'école, elles ont été à l'université pour pouvoir devenir professeurs de collège. Et elles débarquent à Andrano, au milieu de nulle part, où elles vont vivre, où elles vont éduquer des enfants, où elles vont s'impliquer pour cela. Et voilà, ce collège, c'est un bâtiment tout simple, hein, mais qui permet aux enfants d'être en classe et de continuer le développement. Donc, on peut vraiment, quand on pense au centre MG 300 à Andrano, Madame Solo, qu'on a vu tout à l'heure, Emilienne, c'est le pion stable. Le reste de l'équipe, il y a quand même un turnover important parce que vous êtes au milieu de nulle part. Et donc, on peut vraiment prier pour la stabilité de cette équipe, espérer que les professeurs restent plus longtemps que 3-4 ans et que cette équipe puisse vraiment se fortifier et grandir. Mais vous avez des gens qui sont là avec régularité et qui veulent vraiment tenir les choses. Casamanga, là, c'est le bidonville à la capitale, MG 550. Alors, tout le monde connaît Odile et Dédé ici. Odile et Dédé, on les a vus avec Niak. Je ne dis plus Niako parce que quand j'ai dit Niako, Dédé m'a dit là, tu viens de dire la poule et c'est pas le nom de mon groupe. Mais ça s'écrit Niako. Et moi, je dis Niako, je le dis comme un belge. Et en plus, il faut aspirer le O quand vous ne le dites pas. Parce que sinon, vous le prononcez mal. Donc, ça, je n'essaye pas. Voilà toute l'équipe qui travaille là-bas à Casamanga. Je vous assure qu'il n'y a pas une marche sur laquelle Eric et moi sommes debout. Les Malgaches sont petits, légèrement en pente quand même, mais pas à ce point-là. Voilà. Alors, je vais vous présenter l'équipe. Assine, que vous avez déjà vu, qui est vraiment la responsable du parrainage, celle qui remplit les dossiers, qui remplit les rapports annuels, qui nous les envoie, qui est vraiment une travailleuse sociale. Val. Val, c'est elle principalement, Assine le fait aussi, mais c'est principalement elle qui va visiter les familles dans le bidonville. C'est elle qui va voir si les enfants sont bien suivis. C'est elle qui fait tout le suivi social. C'est elle qui fait l'accompagnement des familles. Et pourquoi Val? Parce que Val, elle connaît très bien la situation. Parce que Val, elle vivait à Casamanga. Parce que Val, c'est une ancienne enfant parrainée, elle aussi, et qui maintenant travaille pour le centre dans lequel elle a été parrainée. Mioub, qui est responsable du courrier, donc c'est elle qui fait les grands tableaux qui sont affichés dans le couloir quand les enfants arrivent, où on les prévient que la semaine prochaine, c'est toi qui écris à ton parrain, et puis il faut les repérer au milieu des 400. Alors toi, tu viens, tu as une lettre à envoyer à ton parrain, ou bien tu as reçu une lettre de ton parrain qu'il faut te donner. C'est elle qui est chargée des traductions, parce que si on apprend le français à l'école à Madagascar, la première langue, c'est le malagasy, et les enfants commencent à parler un français correct à 15-16 ans. Donc, c'est elle qui se charge des traductions des lettres écrites en malgache. Tandrifi et And me pardonneront la manière dont je prononce leur prénom, mais ce sont les 2 institutrices qui s'occupent de l'école de devoirs. C'est une grande nouveauté dans ce centre. Donc, Eric vous a parlé de la vacature scolaire. Hein, donc, comme il n'y a pas assez de place en classe, eh ben, vous avez la moitié des élèves qui viennent le matin, l'autre moitié qui vient l'après-midi. Eh bien, elles reçoivent ceux qui ne sont pas à l'école en primaire, par groupe, dans une maison qui est prêtée à Dédé Odile pour l'instant et qu'ils doivent entretenir, pour leur donner des suivis scolaires, pour leur permettre de faire leurs devoirs, pour leur expliquer leurs leçons, pour que ces enfants puissent comprendre parce qu'ils sont dans des situations où c'est impossible de travailler, rentrer dans des maisons où le seul meuble, c'est un lit. Donc, voulez-vous qu'on fasse des devoirs sur un lit, en plus qu'il fait noir. Donc là, ils peuvent travailler avec des institutrices qui peuvent leur expliquer les choses.
Et puis, vous avez Farah qui est responsable de la cantine. Alors, c'est impressionnant parce qu'elle voit arriver les enfants et tchac, elle coche. Ils sont 400. Ah oui, je les connais tous, les 400. D'accord. Les 400 prénoms, sans problème. Tac, ah oui, lui, il est venu, lui, il est venu. Ah, il y en a un qui, ça fait 2 jours qu'il n'est pas venu manger. Là, il y a un problème. Et elle va visiter, va voir ce qui se passe, pourquoi cet enfant n'est pas venu, etc. Et fait le suivi. J'ai une admiration pour cette équipe parce que les conditions de travail sont terribles. Ils sont dans une situation terrible, mais il y a une volonté de faire le maximum, de suivre les enfants, d'aider, qui est assez impressionnante. Voilà le cours de soutien dont je vous parlais. Donc, c'est une maison qui leur est prêtée. Pour l'instant, ils doivent juste l'entretenir et faire certaines finitions. Et donc, vous êtes dans des conditions normales pour faire votre devoir, avec en plus une institutrice qui peut vous expliquer ce que vous n'avez pas compris, qui peut vous accompagner pour comprendre les choses et qui leur fait faire du travail en plus. Parce que ils veulent les amener à bien réussir à l'école. Et donc ici, on a eu droit à un exercice de présentation, parce que quand vous demandez à un enfant malgache de se présenter, il vous donne son nom. Il est doux. Et les gens disent non, voilà, on va travailler le français. Donc tu me dis qui est ton papa, qui est ta maman, tu me dis quel est son métier. Et comme ça, ils apprennent aussi à gagner la confiance en eux, parce qu'ils arrivent à se présenter en français et des choses comme ça. Vraiment très intéressant que ce travail-là. Et le samedi, dans cette même maison, sont reçus ceux qui sont en école secondaire pour pouvoir avoir du suivi scolaire, pour pouvoir leur expliquer ce qu'ils pourraient ne pas comprendre. C'est très nécessaire, ce travail, parce qu'on est à Nkazomanga. Je ne vous ai pas sorti les photos les pires d'Nkazomanga. Combien de maisons voyez-vous sur la photo? 2, dis mieux. Il y en a 6. Ceci, en bois, est une maison. C'est une famille de 4 qui vit là-dedans. Je vous assure que la maman est rentrée, Eric a suivi, et moi je suis resté dehors. Parce que ce n'était pas possible. Parce qu'il fallait monter sur le lit pour pouvoir être 3 dans la maison. Ici au-dessus, c'est une autre maison avec les tôles. Il y a une autre famille qui vit là au-dessus. Imaginez la promiscuité, le bruit, etc. Ça, c'est Nkazomanga. Et à côté, il y a des maisons luxe parce qu'elles sont. Oui, celle-là, c'est du dur. Ça, c'est Nkazomanga. Ça, c'est parrainé à Nkazomanga. La réalité des parents, c'est ça. Quand on vous dit la maman est marchande de légumes, c'est ça. C'est son étal. C'est des légumes qui ont été récupérés chez un grossiste ou quoi qu'il ne pouvait pas vendre, qu'elle a lavé et qu'elle essaye de présenter en bord de route. C'est ça, marchande de légumes à Nkazomanga. Et les enfants, c'est le royaume de la débrouille. Ça, c'est ce qu'ils appellent jouer aux petites voitures. Vous voyez, c'est des bidons, ils ont récupéré. Les bouchons, on passe un bout de bois, ça sert de roue, une corde, et on tire ça, et on joue aux petites voitures. C'est ça, Nkazomanga. Et voilà le terrain sur lequel doit se construire le centre d'accueil d'Nkazomanga. Ça fait des années qu'ils attendent d'avoir les autorisations, et vous voyez que tout autour, c'est construit. Donc, c'est aller voir tout autour en disant comment est-ce que vous avez fait pour construire. Ben, soit il y a du pot de vin, soit on a fait sans autorisation, on verra bien si on nous fait démolir. Mais Dédé et Odile veulent absolument garder le statut. Ils sont reconnus dans le bidonville pour être des gens irréprochables, des gens droits, des gens qui font les choses bien. Et ils disent on ne peut pas perdre ce statut-là. Donc, ils attendent d'avoir les autorisations pour pouvoir construire ici un centre dans lequel il y aurait des salles de classe, il y aurait des douches, il y aurait des toilettes pour les enfants, et il y aurait tout le nécessaire pour accueillir les enfants et les Odile peut-être récupérer un peu plus de place dans leur maison, ce qui ne leur ferait pas de tort. Et donc là aussi, c'est un sujet de prière, de voir enfin ce centre pouvoir se construire. Et là, on revient à Eric. Alors, je vous ai parlé de Neina et de son dynamisme et de ses idées. Alors, une des grandes passions de Neina, ce sont les tilapias, les poissons. Et il a mis au point tout un système d'élevage de ces poissons. C'est vraiment impressionnant. Si on est chez lui, il y a dans une dépendance une espèce de laboratoire où les poissons sont en train, ça vient après? Voilà, tous ces tilapias qui viennent d'éclore dans une écloserie sous surveillance 24 heures sur 24. Il y a un jeune qui est là, qui regarde parce qu'il faut que le courant d'eau soit continu, etc., etc.
Et ensuite, ça passe dans des plus grands bassins, etc., etc. Il a mis tout un système extrêmement précis avec des normes pour la grandeur des bassins, pour l'oxygénation des bassins. Il a développé des partenariats pour obtenir la nourriture pour les patients, pour les poissons, excusez-moi, pour les poissons à meilleur prix. Tout un système, la boue des bassins sert pour fertiliser des jardins et finalement, on arrive à d'excellents poissons que nous avons goûtés. Et il y a tout un système avec des paysans qui, sur leur terrain, creusent un bassin. Ils doivent s'engager à creuser selon la norme, la grandeur qu'il faut, et ils les aident à avancer. Et c'est vraiment une source de revenus énorme pour ces paysans. Ça, c'est une des grandes idées de Naina. Autre idée intéressante, juste pour vous dire que toujours en train de réfléchir et de rebondir sur la balle, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 1 an ou 2, il y a eu le Covid. Vous vous souvenez, hein? Ben oui, moi aussi. Et au début du Covid, quel était le problème? Il n'y avait pas de masque. Et donc, Naina a écrit à nos collègues du CEL France en disant, est-ce que ce serait possible de nous financer 2 ou 3 machines à coudre? On aimerait faire des masques pour la population. Le CEL France a dit, OK, on te les finance, mais j'aimerais bien que tu réfléchisses à plus loin, parce que probablement le Covid, ce n'est pas pour l'éternité. Et il faut voir qu'est-ce que tu vas faire avec ces machines à coudre après. On a visité ce qu'il a fait après avec ces machines à coudre. Et il y a maintenant une entreprise qui s'appelle ADN Textile. Si vous voulez aller voir, ils ont une page Facebook qui est bien faite, où ils développent des vêtements sur mesure. Alors ça, c'est le côté impressionnant. On arrive là, et la femme regarde. OK, c'est bon. Bon, des fois, on a un petit peu boudiné là-dedans, mais voilà, c'est fait sur mesure et c'est impressionnant. Et ils font aussi tout un système d'impression à plusieurs couleurs. Et ils ont développé ça. Et c'est vraiment une entreprise qui est partie de rien, avec des personnes qui ont du boulot. Alors, avec Philippe, on s'est dit, mais on a changé de logo au CEL, on a besoin d'un nouveau t-shirt. Alors, on l'a fait faire là. Et voilà, c'est le polo avec CEL Belgique qui nous ont fait. Si vous avez envie, mesdames ou messieurs qui êtes spécialistes en couture, de venir voir, mais c'est un travail extraordinaire parce que moi, j'ai vraiment l'impression que c'est du travail industriel. Vraiment je vous le mets ici, vous regarderez. Impressionnant. Tout ça pour vous dire, et il y a beaucoup d'histoires comme ça à raconter, mais la soirée, le temps est un peu limité, mais toujours une idée plus loin pour que les gens puissent avoir du travail, que la population puisse grandir, puisse vivre. Et je repasse la parole à Philippe. Tilapia et textile, c'est aussi pouvoir former des élèves, des enfants parrainés qui ne peuvent pas aller jusqu'au bac et qui voudraient progresser et avoir un vrai métier. Mais résumer Madagascar, résumer même notre voyage, c'est pas possible. Là, j'ai voulu le mettre pour que vous preniez conscience de ce qu'est Madagascar. On va de Monaco à Göteborg à peu près. Alors qu'on me demande c'est comment Madagascar, ben c'est grand. Et nous, on est là, Tamatave et la capitale, on est dans cette zone-là. On touche pas tout Madagascar, c'est pas possible. Résumer Madagascar, c'est pas possible. Vous changez de paysage tous les 50 km. Voilà, et c'est une île immense, effectivement. Voilà, c'est plein d'anecdotes en voyage. Là, on est à 100 mètres de la route nationale de Tamatave, on a notre bout de zébu qui passe, c'est normal. Là, on a un panneau solaire qui a été tiré de son support pour être mis sur une brouette pour pouvoir être exposé au soleil le plus longtemps possible et pas être trop à l'ombre. Là, on a des tas d'ordures en bord de route. Ben oui, c'est normal. On a les conducteurs de cyclopousse. Et puis, tout d'un coup, on s'arrête, il y a des vanniers, la fameuse vanille de Madagascar, qui n'était pas du tout mûre. On va visiter une cantine et vous voyez la culture des clous de girofle et comment on les fait sécher. Et puis, on passe et on tombe sur des lavandières. Donc, quand on vous dit que la maman de votre fille, elle est lavandière, elle fait la ici, sécher. Et puis, repasser avec les vieux fers, vous savez, qu'on fait chauffer sur un feu de bois et puis qu'on repasse. Voilà. Et puis, vous êtes dans une réunion, dans un bureau, et à l'intérieur, il y a des geckos, pas des petits, des trucs qui se baladent sur le mur, qui sont là. C'est normal, c'est Madagascar, c'est plein d'anecdotes.
c'est aussi beaucoup de sourires. Il faut voir les enfants dans les cantines. Ça, c'est les cantines de la Midem qui vous accueillent, qui ont d'abord peur des grands vasas, parce qu'on est grand, on fait 1,80 m, on est grand à Madagascar, c'est pas de problème. En plus, on est blanc. Donc, d'abord, c'est quoi, c'est qui, c'est ceux qui arrivent. Et puis, quand ils voient qu'on est prêt à jouer avec les autres, c'est du sourire, c'est la fête. Ici, je l'ai mis exprès pour faire un clin d'œil à Marc, qui est notre collègue des projets et qui a été opéré, donc il ne pouvait pas être là avec nous, mais qui nous regarde probablement par Zoom, parce que c'est sa filleule, en Casomanga. Ici, vous avez d'autres qui viennent pour leur part en Casomanga. Là, des 300 aussi, donc en Tarach. Et ici, j'ai mis cette dame parce que c'est une maman. Et elle s'appelle Philippine, donc je pouvais retenir son nom facilement. Un sourire extraordinaire, des merci qui n'arrêtaient pas. Elle est un isotantra. Parce qu'elle nous dit, mais si mon enfant peut avoir une éducation, si mon enfant peut espérer une vie meilleure que la mienne, c'est grâce à vous. Et qu'est-ce que je suis heureuse de ça. Je devrais venir nettoyer tous les jours l'école, mais je viendrai parce que c'est merveilleux, je peux lui donner un avenir. Et pour vous dire qu'on est vraiment convaincu et qu'on est motivé qu'on travaille au sel, c'est la filleule de Marc. Ici, vous avez Myria, qui est ma filleule, qui est Anisoto Antra. On a tous des filleuls. Au sel, on est 4 employés, on a tous des filleuls quelque part, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo ou à Madagascar, on a tous des filleuls, simplement parce qu'on est convaincus de ce travail, de la qualité du travail, de l'engagement de nos partenaires. Et donc, tous ces sourires vous disent merci. Alors, pour récompenser ceux qui sont là en présentiel, nous avons un temps de questions et d'échanges. Ceux qui sont par Zoom, ça va être beaucoup plus compliqué de poser des questions et je donnerai toujours priorité ici. Je vous ai dit, résumer, ce n'est pas possible, donc j'ai été très vite. Mais si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous voulez en poser. Oui, Jaco. Jaco, qui a une question sur Madagascar, ça faut le faire, parce qu'il en connaît plus que moi. Oui. Non. Non. Donc, Jaco demande où sont construits les nouveaux locaux du secondaire à Andrano. Donc, tu vois où est le réfectoire, tu montes la butte, et là, sur la butte, en parallèle à ceux qui existaient déjà, ils ont fait une autre bande. Et donc, le terrain de football est toujours là parce que le football, avant, c'était le foot. Et alors, le football à Madagascar, ça devient quelque chose. Les Baréas ont été qualifiés pour la CAN il y a 4 ans, et depuis, vous avez des gamins qui arrivent et qui vous voient. Vous êtes belge, oui. Hazard, De Bruyne, ils ne le disent pas comme ça, parce que là, c'est moi qui dis non, ça ne se dit pas comme ça, mais ils connaissent. Et le football, il y a certains gamins qui sont vraiment passionnés. Donc, le terrain de football, on ne pouvait pas y toucher. Alors, oui, il y a 2 Malgaches qui jouent en Belgique. Il y a Loïc Lapoussin qui est à l'Union Saint-Gilles, et il y a, oui, à l'Union Saint-Gilles, Loïc Lapoussin, et il y a Marco Ilaïmaritra, qui est le capitaine de Charleroi. C'est les 2 Malgaches qui sont tous les 2 dans l'équipe des Baréas, dans l'équipe nationale des Baréas. Oui. Alors, est-ce qu'ils ont l'Internet dans les écoles? Non. Les enfants n'ont pas l'Internet dans les écoles. Déjà, avoir Internet, c'est un exploit. Je vous assure que pour communiquer avec le centre d'Andano Tarach, avec Madame Solo, j'ai une admiration sans borne pour elle parce qu'elle n'a pas toujours des connexions. Tous les week-ends, elle se tape le chemin d'Andano Tarach à la capitale pour pouvoir être sûre d'avoir une connexion, pour pouvoir suivre des cours de français, pour pouvoir mieux communiquer avec moi. Moi, j'ai une admiration pour ces gens-là qui ont une consécration telle. Et parfois, elle me dit, je suis désolé, je n'ai pas pu répondre à votre question, mais ça fait 7 jours qu'on n'a plus d'électricité, donc encore moins d'Internet. Voilà. Mais, donc, non. Et alors, oui, nous pratiquons le courrier électronique, mais ça ne veut pas dire que les enfants lisent le courrier sur l'ordinateur. Hein. Dans la plupart des centres, il y a un ordinateur. Et donc, c'est la responsable du parrainage qui reçoit le courrier, qui imprime et qui distribue les lettres aux enfants. On fait comme ça simplement parce qu'il n'y a plus de pertes par la poste. Il n'y a plus de taxes, parce que parfois on disait aux responsables du centre qui venaient chercher le paquet de courrier, il y a certainement quelque chose qui peut se vendre là-dedans, donc tu dois payer une taxe. Et en plus, on leur demande de payer pour recevoir les lettres des parrains, donc ça évite cette taxe-là. Ça va plus vite aussi, puisqu'on devait attendre d'avoir un certain nombre de lettres pour limiter les frais pour envoyer les lettres. Aujourd'hui, je peux envoyer des lettres toutes les semaines. Il n'y a pas de problème. J'ai reçu que 5 lettres des parrains, mais j'envoie 5 lettres.
Et donc, les filles, elles les ont beaucoup plus vite. Mais non, les enfants n'ont pas accès à un ordinateur. J'ai eu plusieurs fois la question, pourquoi je ne peux pas avoir le mail de mon filleul, etc. Simplement, déjà parce qu'ils n'ont pas accès à l'ordinateur, et deuxièmement, parce qu'au niveau des lois internationales de droit de protection de l'enfance, il faut un tampon entre l'enfant et la personne qui le soutient pour éviter des pressions de l'extérieur sur l'enfant pour ah ben tu es en contact avec un blanc, demande-lui ci, demande-lui ça. Ils savent qu'il y a l'association des deux et donc il n'y a pas de pression sur les enfants. Alors, ADN Textile vend essentiellement à Madagascar. Ils sont capables d'exporter, mais sur des commandes précises. Une école qui leur a demandé X polo avec le logo de l'école en Suisse. Ils ont fait le calcul avec les frais de port, etc. Ils ont remis prix à cette école-là, qui l'a accepté et ça a été envoyé. Ah oui, il faut leur envoyer le logo, on leur envoie le logo, ils le réalisent. On était impressionnés avec le logo du sel, là, parce qu'on ne l'avait pas avec nous. Ils ont trouvé, oui, là sur Internet, on l'a, boum, boum, on vous le réalise à une vitesse sidérante pour nous, vraiment. Donc oui, n'importe quel logo. Non, non, ça. En tout cas, c'était très bon marché, en tout cas, par rapport à ce qu'on peut trouver ici. Et pour l'école suisse, je sais qu'ils étaient légèrement moins chers que si l'école les avait fait réaliser en Suisse, mais avec un effet diamétralement opposé, voilà, au niveau de l'achat, etc. Coût, envoi compris. Mais leur but premier n'est pas de faire de l'exportation. Ils travaillent beaucoup sur Madagascar. Ils ont même déjà gagné des prix au niveau stylisme. Donc, sur des vêtements qu'ils ont réalisés à Madagascar et ils ont gagné des prix déjà. Et donc, là aussi, c'est un atelier qui a pour but de former des jeunes filles qui sont parrainées et qui veulent se spécialiser en couture. Et donc, le responsable, Damien, nous disait, on a une capacité de production, si on produisait de manière normale, je peux sortir 200 t-shirts par jour avec mes couturières. Parce qu'il ne faut pas croire que c'est du t-shirt importé de Chine sur lequel ils impriment. On a vu le tissu, ils le coupent, ils le cousent à une vitesse incroyable. Mais ils se limitent à une production de 100 par jour parce qu'ils veulent prendre des jeunes filles en apprentissage et en formation. Voilà. Oui. Oui. Donc, la question est de savoir si on a des jeunes qui vont là-bas pour des courtes missions. Non, on n'envoie personne là-bas sur place. On ne travaille qu'avec des gens locaux. Et même dans le domaine, si on voulait aller aider, en fait, on ferait moins bien qu'eux. Ils savent comment travailler avec les matériaux locaux, ils savent comment faire, et c'est les aider que de leur permettre de travailler aussi. Alors, on ne fait pas ça parce qu'on est une petite équipe, on est trois. Et mettre ça sur pied, on a déjà envisagé un voyage pour les parrains, mais c'est complexe. Et on est dans un pays, enfin, c'est vraiment le tiers-monde, quoi. Et c'est pas tout le monde qui pourrait vivre et accepter ça. Dire, on était logé, par exemple, un exemple tout bête, logé à la Ligue, dans des locaux pour une classe moyenne malgache. J'étais dans une chambre luxe parce que j'avais ma salle de bain privée. Ouais, mais il n'y avait pas d'eau dans la salle de bain privée. Donc, je devais sortir avec mon seau, aller au réservoir, prendre l'eau dans mon seau et puis me doucher avec un godet. Pas tout le monde qui accepte vivre dans ces conditions-là non plus. Donc, et en Andrano, je ne vous en parle pas. C'est encore pire. Et voilà. Donc, voilà. Et mettre ça sur pied, ça serait vraiment un gros boulot pour nous. Et on est déjà bien occupé. Oui. Alors, est-ce qu'il y a de l'eau potable? Tout le monde n'a pas accès à l'eau potable. En Casamance, il n'y a pas d'eau potable. Donc, quand ils viennent au centre, c'est justement bien qu'ils puissent avoir de l'eau qui est potable grâce à la maison de Dédé Odile. À Andranotarach, il y a des puits, il y a des points fontaines à plusieurs endroits, ou bien alors il y a la rivière où les enfants vont chercher de l'eau. À la Midem, on est à Tamatave, là, il y a de l'eau au centre, mais il n'y en a pas nécessairement à la maison partout. Voilà, et vous avez souvent, on vous dit, des enfants qui ont la corvée eau, parce qu'à Madagascar, il y a ce qu'on appelle des fontaines officielles. C'est des lieux où il y a quand même une canalisation d'eau qui arrive. Il n'y a pas toujours de l'eau, mais régulièrement, il y en a. C'est de l'eau potable, mais il faut aller la chercher, l'eau potable. Il faut aller la chercher là-bas. Donc, les gamins se baladent avec des gros bidons. Ils vont chercher l'eau. On paye l'eau. Et c'est des pauvres qui n'ont pas toujours les moyens de payer. Donc, ils vont chercher l'eau pas bonne ailleurs. Dans ces cas-là, on prend l'eau et puis on revient à la maison avec cette eau. Mais il y a
comme dans tous les pays pauvres, il y a un problème vraiment d'accès à l'eau saine. Je ne sais pas si vous avez épuisé vos questions ou si vous êtes épuisé, mais vous aurez encore l'occasion de venir vers Eric ou vers moi pour poser d'autres questions si vous le voulez. Si vous êtes intéressé par du parrainage, j'ai pour l'instant 5 enfants à parrainer à Madagascar. Ils sont tous dans le Panotalach, donc dans la brousse. Et puis, je pourrais vous en présenter d'autres centres également. J'ai peut-être demandé au président de notre conseil d'administration, il n'aime pas qu'on le présente comme ça, comme le président, il n'aime pas ça du tout, mais Benoît, de prier pour conclure cette rencontre. Bon, quand même, un petit chose, mais la technique ne veut pas. Voilà, tout cela est rendu possible grâce à vous. Et là, c'était une des cantines de la Midem. Merci pour ce que vous nous permettez de faire. Comme je le dis un peu en slogan, merci de nous aider à changer le monde, un enfant, une famille, un village à la fois. Bonne soirée.